Vous verrez, je crois qu'il y a plus que des nuances, il y a parfois même des divergences entre nos trois invités que je vous présente très brièvement. Merci à tous les trois d'être là. Sylvie Goulard d'abord, vous êtes députée européenne, élue sur les listes centristes depuis maintenant 2009, aujourd'hui engagée aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous avez travaillé notamment aux côtés de Romano Prodi lorsqu'il était président de la Commission européenne. J'en dis pas plus, je cite juste l'un de vos ouvrages, L'Europe pour les nuls, c'est chez First, c'est jamais inutile, surtout par les temps qui courent, de le consulter. Hubert Védrine, bonsoir. Vous êtes bien sûr ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin au moment du passage à l'euro. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée aux côtés de François Mitterrand de 91 à 95, c'est-à-dire au moment du référendum sur Maastricht notamment. Je ne citerai pas tous vos ouvrages, seulement peut-être le dernier, Sauver l'Europe. C'est aux éditions Liana Lévy qui a été écrit, je crois, juste après le Brexit. Et Yves Bertoncini, bonsoir. Directeur de l'Institut Jacques Delors et depuis quelques mois maintenant, président du mouvement européen. Vous intervenez régulièrement en France et en Europe pour expliquer les enjeux de la construction européenne. Je crois que vous étiez encore hier à Berlin. Vous êtes le régional de l'État puisque vous êtes boulonnais, mais aussi d'origine savoyarde, ce qui vous a conduit notamment à croiser la route dans votre parcours professionnel de Michel Barnier. Je n'en dis pas plus. Nous allons commencer par une question. J'allais vous demander un diagnostic à chacun en quelques minutes avant de se poser la question où va-t-on, peut-être où en sommes-nous. Hubert Védrine, peut-être d'abord parce que j'ai relevé dans votre livre, que je feuilletais encore tout à l'heure, le terme de crise existentielle. Selon vous, donc, l'Europe traverse une crise existentielle. Expliquez-nous pourquoi. D'abord, quand on parle Europe, c'est toujours compliqué parce que c'est un mot valise, comme disaient les linguistes, et ce mot a des significations différentes. Mais résumons, je crois que ce qui est vraiment grave aujourd'hui pour l'Europe, évidemment, il y a les provocations de Poutine, il y a les absurdités de Trump, il y a la gestion très compliquée des flux énormes de demandeurs ou de migrants. Bon, il y a tout ça, naturellement. Mais le plus préoccupant, compte tenu du fait que je suis associé à cette aventure depuis longtemps, c'est qu'il y a quand même en Europe maintenant beaucoup d'anti-européens, que je ne confonds pas avec les sceptiques. Je pense que les médias ont tort de mélanger les deux choses. C'est pas la même approche et ça n'appelle pas la même réponse. Et je pense qu'on peut, je ne crois pas qu'on puisse faire bouger les anti-européens. Je pense qu'on peut récupérer les sceptiques, déchus, indifférents ou allergiques à ce que Juncker a appelé la réglementation à outrance. C'est très variable d'un pays à l'autre en réalité. Et donc, quelles que soient les causes, parce qu'il y a des causes qui relèvent de la Commission ou de la Cour de justice, mais des causes qui relèvent des États-nations, les responsabilités sont très mélangées, mais le résultat pour moi, c'est qu'il y a quand même un décrochage. Non pas que je crois que personne ne veuille imiter la Grande-Bretagne, personne n'a envie de sortir, en réalité, sauf si le Brexit se passait bien et que ce soit une réussite dans 2 ans, ça serait autre chose. Ça. Et pour le moment, les autres ne veulent pas sortir. Et ce mécontentement, même si c'est simplement sous une forme d'allergie à l'Europe, tout le monde sait que l'allergie c'est rien, mais à la 30e piqûre, il y a un œdème géant. Bon, pour moi, c'est le problème numéro 1. Et il faut tenter de réconcilier les peuples et l'idée européenne. Et à partir de là, c'est un débat, vous l'avez très bien dit, pas entre anti-européens et pro-européens, mais un débat entre pro-européens, mais de différentes façons. Et c'est évident qu'il y a plusieurs conceptions sur la façon de traiter cette crise et de rebondir et d'essayer de rattraper les peuples en route. Il y a plusieurs façons. Et pour moi, le problème numéro 1, donc, est interne. Sylvie Goulard, ce terme de crise existentielle, est-ce que vous le feriez vôtre? Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui un risque de dislocation de l'Union européenne? Bon, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. C'est très agréable. Merci d'avoir pris cette initiative. Et c'est de toute façon de manière apaisée qu'on va discuter, même si sur certains points, on pourra peut-être ne pas être d'accord. Bon, je partage largement le constat. Je dirais qu'il faudrait être vraiment aveugle pour nier qu'il y a un certain nombre de difficultés. J'ai tendance à penser quand même que ce qui s'est passé aux États-Unis montre que la question n'est pas seulement une question européenne. Les peuples occidentaux qui ont dominé le monde pendant plusieurs siècles, les Européens d'abord, puis les Américains qui sont en fait une sorte de développement de l'Europe, se retrouvent dans une phase tout à fait nouvelle
de la vie internationale, face à des puissances émergentes qui sont de taille gigantesque, face à des peuples dont le dynamisme démographique est absolument incroyable, et donc est confronté à des sujets qui sont planétaires avec une révolution technologique à la clé. Donc j'ai vraiment le sentiment que le projet européen a ses défauts, on pourra y revenir, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, dans la crise identitaire de l'Occident, dans l'incapacité à se projeter dans un avenir positif, peut-être parce que certaines des créations ne viennent pas non plus du continent européen. Je pense par exemple à toute la vague Internet et tout ce que représente la Californie, qui est déjà la façade pacifique des États-Unis. Donc premièrement, je crois que le problème est un problème beaucoup plus profond, qui va bien au-delà de la construction européenne. Et ensuite, pour ce qui est de la construction européenne, à laquelle j'ai essayé d'apporter très modestement ma pierre, je crois honnêtement que l'Europe unie, on ne s'est jamais donné les moyens de la faire. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je demeure, envers et contre tout, résolument optimiste. C'est pas qu'on a vraiment essayé. On a fait les choses au mieux à moitié. Parfois, on a tenu des langages totalement contradictoires. Et je crois que les partis modérés payent aujourd'hui leur ambiguïté sur l'Europe. S'ils sont dans l'état de dislocation que nous observons, et si au second tour de l'élection présidentielle, nous avons finalement 2 candidats à l'élection présidentielle, qui sont issus, l'un d'un parti qui n'existait pas il y a 1 an à peine, et l'autre d'une mouvance qui se rattache à une tradition extrême, même s'il y a une certaine métamorphose à laquelle je ne crois pas énormément, mais qui est peut-être superficielle, assez superficielle pour convaincre des gens. Voilà, donc je crois que, pour moi, le non-dit des 25-30 dernières années, c'est l'Europe. C'est le rapport à l'Allemagne qui n'était pas clair, qui était une fausse protestation d'amitié. C'est le fait qu'on n'a pas donné aux enfants les moyens de se préparer véritablement à la citoyenneté européenne. Écoutez, moi, je n'accable pas du tout le gouvernement actuel, mais j'ai quand même été effarée qu'il n'y ait rien pour les 60 ans du traité de Rome. Rien. Rien. Les jeunes, ce sont des flux. Moi, j'ai des primo-votants à la maison. À la maison, ils ont entendu parler d'Europe, mais combien y a-t-il de jeunes de 18, 25 ans qui n'ont jamais aucun souvenir européen, qui n'ont jamais vu quelque chose qui mette de l'émotion européenne, qui leur explique d'où on vient. Les textes de Paul-Henri Spaak, au moment de la signature du traité de Rome, sont magnifiques. On aurait pu au moins faire lire dans les écoles françaises le texte où Paul-Henri Spaak dit avec beaucoup d'émotion que c'est un projet de civilisation, que pour la première fois des êtres humains essayent de faire une alliance par-delà les nations, respectueuse des identités et qui vise de manière volontaire à faire coopérer des peuples. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire que nous n'avons même pas essayé de faire. Il y a des mouvements extraordinaires comme Pulse of Europe en Allemagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on y reviendra, je ne veux pas parler trop longtemps, mais donc on peut vraiment faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Yves Bertoncini, encore un mot du diagnostic. Après l'élection de dimanche, les pro-européens ont exprimé une forme de soulagement. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, d'être rassurés? Je dirais qu'il faut resituer cette élection et cette interprétation de ces résultats, plutôt bienvenue, dans un contexte plus large. On a resitué la crise de la construction européenne dans un contexte occidental, effectivement, une crise identitaire des Occidentaux. Et puis, je crois qu'il faut resituer ça dans le temps long. Les 60 ans du traité de Rome ont été évoqués. Le traité de Rome, c'était quoi? C'était le lancement de la construction européenne. C'est pas tout à fait ça, d'ailleurs. C'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais ensuite, on a emprunté cette voie du traité de Rome, les 4 libertés, le marché commun, puis unique. C'est au fond quelque chose qui n'a pas si mal réussi, il faut quand même le dire. Si on se situe dans cette perspective de 60 ans, on a réussi à contribuer à la réconciliation des peuples européens, à établir un espace d'échange, je vais dire aussi de prospérité, hein, si on regarde encore une fois à l'échelle du monde. Et pour autant, on arrive 60 ans après à une forme d'essoufflement et à une crise de sens de ce projet, en partie parce qu'il a très bien réussi, et en même temps parce qu'il se cherche un second souffle, et qu'il trouvera, à mon sens,
en regardant vers l'extérieur. Ce qui donnerait à nouveau, et ce qui donnera, à mon avis, à nouveau un sens à la construction européenne, à notre union, c'est le regard vers le monde. En tant que projet collectif, l'union fait la force, je vais très vite, face à la mondialisation, ou dans un monde que les Européens ne dominent plus, et puis même en termes d'identité. Nous sommes Européens d'une certaine manière, si nous voulons bien nous comparer au reste du monde. Parce qu'évidemment, si nous voulons nous comparer entre nous, nous sommes unis dans la diversité, et on peut toujours insister sur tout ce qui nous sépare. Ayant dit cela, je voudrais dire une deuxième chose pour caractériser la crise actuelle, c'est qu'en dépit du vote en faveur du Brexit, je pense que c'est davantage une crise de copropriétaires. Comme Hubert Védrine l'a dit, à l'exception de nos amis britanniques qui ont choisi de nous quitter, et après tout c'est bien leur droit, l'Union européenne n'est pas une prison des peuples, on peut en sortir, les autres peuples sont confrontés à une crise de copropriétaires parce qu'effectivement, ils ne veulent pas la quitter, cette Union européenne, sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose dans la manière dont il faut l'administrer. Il y a eu d'abord la crise de la zone euro, qui a été à la fois une crise de confiance entre les peuples. Est-ce que vraiment les règles que nous nous étions fixées au moment du passage à l'euro ont été respectées, y compris par la France, je le dis tout de suite, une crise de confiance entre nous, Européens, et aussi une crise de solidarité. Il a fallu être solidaire, les peuples y étaient favorables, d'autres un tout petit peu moins. Et puis, à nouveau, la crise des réfugiés, crise migratoire, a aiguisé ces divisions entre les peuples. Je dis bien ces divisions entre les peuples. Je ne valide pas l'assertion facilement de ce divorce entre les peuples et Bruxelles, qu'a rappelé Hubert Védrine. Je pense que ce qui est pire, c'est qu'il y a un divorce entre les peuples, des divisions entre les peuples. Donc une crise, voilà, donc une crise des copropriétaires, parce qu'il y a un niveau élevé d'europhobie, certes, mais qui n'était majoritaire qu'au Royaume-Uni, à mon sens, et un niveau élevé d'euroscepticisme et de diverses formes d'euroscepticisme qui se répondent les uns les autres. Je veux dire un dernier mot quand même pour dire que dans cette Union européenne qui est une union d'États et de citoyens, si des États ou des pays vont mal, c'est difficile que l'union qui les réunit aille bien et qu'une certaine manière, le fait que des pays comme la France soient en difficulté n'aide pas l'Union européenne et que la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que les remèdes aux difficultés de la France, c'est au niveau français. On peut les administrer peut-être prochainement. Hubert Védrine, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce qui a été dit? D'abord, je veux dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Sylvie Goulard sur le fait de rappeler qu'il y a un problème occidental. Les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance qu'ils ont eu pendant en gros 4 siècles. C'est extrêmement difficile à vivre pour les Occidentaux, qu'ils aient une vision plutôt impériale comme les Américains ou une vision plutôt idéaliste comme les Européens, c'est très dur à vivre. Et d'ailleurs aux États-Unis, le fait que les Américains passent d'un extrême à l'autre à chaque changement de président le démontre. Donc je suis sans fois d'accord, je dis ça depuis 15 ans, c'est une évidence, mais je pense que l'affaire européenne s'ajoute à ça. C'est pas, les deux se combinent. Et je pense qu'en plus, dans l'affaire de la construction européenne, quelque chose qui aurait dû être vécu comme apportant un supplément de souveraineté au niveau collectif. Perte de souveraineté, mais on la retrouve au niveau européen. Consolidant les identités, nous positionnant dans le monde par rapport à un monde compétitif et difficile, qui n'a évidemment rien à voir avec une communauté internationale. Alors, tout ce qui aurait dû fonctionner comme ça est perçu pour des tas de raisons réelles ou absurdes, j'en sais rien, mais comme étant au contraire une menace. Quand j'écris mon petit essai récent, j'ai relu la déclaration de Laeken, qui est en 2001, je crois, donc il y a très très longtemps. Et dans la déclaration de Laeken, où on soulignait les réussites de l'Europe, on disait aussi il faut faire attention, parce que pour une partie de nos citoyens, la construction européenne menace leur identité. On disait, alors je ne pense pas qu'on en ait tiré assez les leçons. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce qui a été pour moi le début d'une évolution, une façon, disons, eurocritique, tout en essayant de faire des propositions, c'est l'expérience du référendum de Maastricht. J'étais secrétaire général de l'Élysée, donc de facto je coordonnais, on analysait l'opinion avec Jacques Pilon tous les jours, et à l'époque j'ai vu que tous les arguments classiques, l'Europe c'est la paix, alors historiquement est-ce que c'est vrai, c'est un autre sujet, mais l'Europe c'est la paix, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, les textes magnifiques vous en avez cité, enfin, il y a d'autres, il y a beaucoup de beaux textes, et on avait déjà constaté que ça n'avait aucun effet. Plus aucun effet.
sur l'opinion. Ils considéraient que c'est acquis, ou on raconte des sottises, etc. Et c'est à cause de cette réflexion de l'été d'avant le référendum que Mitterrand avait été finalement conduit à dire dans le débat avec Seguin, une Europe forte vous protégera mieux. Finalement, c'est la demande de protection qui l'emportait sur toutes les présentations lyriques assez belles, mais qui ne fonctionnaient plus. Vous voyez, c'est vieux. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, que je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour... Il faut garder les gens avec nous, en fait. Donc il faut qu'il y ait un mode de présentation de l'Europe, il faut qu'il y ait des mots, des comportements, des mécanismes de décision qui ne leur donnent pas le sentiment qu'ils vont perdre identité, souveraineté et compagnie. Donc c'est un épisode pour moi important, l'affaire du référendum. Donc changement d'argumentaire, on va dire. Vous avez dit voilà, que les Européens imaginaient que l'Europe allait défendre leur identité. Est-elle capable de défendre leurs intérêts? Je vous pose la question à vous, Sylvie Goulard, parce que je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet. Europe plus démocratique, est-ce que c'est possible? En 2005, le traité constitutionnel avait été rejeté très nettement par les Français. Et puis depuis, les peuples ont, à tort ou à raison, le sentiment que l'Europe se construit contre eux et contre leurs intérêts. Comment est-ce qu'on répond à ce désarroi? D'abord, sur le référendum, je crois qu'il faut rappeler un élément qui est très important, c'est qu'on ne fait pas l'Europe tout seul. Quel était le résultat de la consultation de 2005? Vous avez deux pays, la France et les Pays-Bas, qui ont dit non par référendum. Vous avez deux pays qui ont dit oui par référendum, c'est l'Espagne et le Luxembourg. Et vous avez, si ma mémoire est bonne, 17 ou 18 pays dont les parlements nationaux avaient autorisé la ratification. Et parmi ces pays, il y avait l'Allemagne et l'Italie. Et c'est un point qui n'est jamais fait, parce que, évidemment, si vous regardez la question uniquement du point de vue français, vous pouvez vous dire, finalement, on n'a pas tenu compte du vote majoritaire. Mais à mon avis, la véritable erreur, elle n'est pas là. Elle est dans le fait que les autorités qui étaient en place à l'époque, de même que les partis qui avaient soutenu le vote, n'ont pas levé le petit doigt pour commencer à travailler ce qui s'était passé. Donc, premièrement, il y avait à mettre en place une vision d'ensemble, expliquer inlassablement qu'on ne fait pas l'Europe tout seul, et que donc s'il y en a qui veulent des choses et s'il y en a qui ne la veulent pas, à un moment donné, on peut abandonner le projet tel quel il a été abandonné, mais peut-être essayer de reconstruire quelque chose que les autres veulent aussi. Donc, il faut sortir d'une vision uniquement auto-centrée du travail européen. La deuxième chose, c'est qu'on aurait pu écouter. Et c'est là, franchement, qu'il ne s'est rien passé, et c'est hallucinant. Et après Maastricht, si je puis me permettre, ça n'a pas été fait non plus. De se demander ce que portaient les gens qui avaient dit non, ou qui avaient dit non, même si ça n'avait pas suffi à faire basculer. Moi, personnellement, vous avez cité l'Europe pour les nuls. Je l'ai écrit après le référendum de 2005. À l'époque, la collection pour les nuls n'était pas connue. Un éditeur est venu me voir, j'ai dit « Ok, j'achète ». C'est un énorme bouquin, j'y ai passé un certain temps, parce que j'estime effectivement qu'il faut essayer d'apporter des réponses. Je n'ai jamais vu en France une démarche, peut-être Michel Barnier l'avait fait un petit peu quand il y avait eu les débats régionaux, tentant d'aller, d'ailleurs, je ne suis pas là pour faire la propagande ce soir, mais Emmanuel Macron propose des conventions démocratiques avec cet esprit-là. C'est redonner la parole aux gens, qu'on les écoute, qui nous disent si leur préoccupation majeure c'est la sécurité, c'est au contraire la formation, les échanges, des questions d'économie, des questions de concurrence. Il faut qu'on arrive à renouer le dialogue. Et juste une dernière phrase, il y a ici des anciens parlementaires nationaux, comme Denis Badret, dont je salue la présence, qui ont fait un énorme travail quand ils étaient au Parlement national, donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais il est évident que quand on dit la démocratie ne va pas, vous avez plusieurs niveaux de démocratie en Europe. Et par exemple, la manière dont les parlements nationaux, et notamment le Parlement français, ne contrôlent pas ce que font les ministres français quand ils vont à Bruxelles, ne peuvent pas, d'ailleurs en vertu de la Constitution, donner mandat au président de la République quand il représente la France au Conseil européen. N'écoute pas le débriefing par le président de la République du Conseil européen. Regardez ce qui se passe au Bundestag. Moi, je crois que la démocratie allemande est de ce point de vue-là beaucoup plus vivante. Ça n'est pas la seule. Les Finlandais aussi, les Italiens contrôlent beaucoup plus ce que font leurs ministres. Juste avant Yves. Juste une phrase. Vous savez que Schröder a dit plusieurs fois après que s'il y avait eu un référendum en Allemagne en 2005, je ne parle pas de Maastricht, 2005, la réponse aurait été non.
Et Mais quand vous on savez, demande- s'il y avait eu un référendum en 1950, Oui, la mais- déclaration Schuman n'aurait pas eu lieu, parce qu'à ce moment-là, les Français ne voulaient pas de la réconciliation avec l'Allemagne. Oui, bien sûr, on n'a pas fait le traité franco-allemand en 1946, on l'a fait en 63 avant. Ça c'est vrai, mais Même en 1950. quand Schröder, je sais bien, et puis la CED, c'était une façon américaine de La Commission réussir à européenne de défense. réarmer l'Allemagne malgré tout. Bon. Et quand Schröder dit ça, Je ne suis quand on pas lui d'accord dit- avec cette Attendez, assertion, pas pas tous du les tout. quand on lit à Schröder, on lui dit mais pourquoi? Parce que l'Allemagne se présentait comme plus européen qu'à l'époque. Les autres, il dit parce que les Länder ne supportent plus le grignotage par la Commission et la Cour de justice. Ça, c'est l'expression de Schröder Oui, mais sur 2005. Mais je suis d'accord, il n'y a pas eu de référendum en 2005. Je veux dire, c'est pas que les Français, les Néerlandais. mais vous savez, Non, à 62%. si on demandait toujours à des gens qui ont du pouvoir s'ils veulent le céder dans un intérêt supérieur, à mon avis, la réponse serait toujours non. La vraie difficulté, je connais bien les Länder allemands, je conçois que M. Schröder ait dit ça, il avait sûrement une analyse que moi je ne peux pas faire. Et encore une fois, je vous dis, moi ce qui m'intéresse, c'est la démarche d'un Schuman, d'un chancelier Adenauer. Comment est-ce qu'ils ont eu le courage d'aller à contre-courant et de lancer quelque chose comme ça? C'est ça la responsabilité des leaders politiques. Après, vous avez raison, il faut qu'il y ait une validation. C'est pour ça que j'ai mentionné les parlements nationaux. Personnellement, je me méfie de la démocratie directe. Vous savez que la constitution italienne interdit le recours au référendum pour des traités internationaux. Et je crois que c'est assez sage de ne pas permettre des consultations populaires sur des sujets qui sont internationaux. Vous soulevez une question, effectivement, la question, est-ce que l'Europe est une construction démocratique? Hyper Consigny. Bon, ça illustre, puisqu'on est revenu à 2005, la crise de copropriétaire. Là, c'était pas la zone euro ni la crise des réfugiés, c'était sur le règlement global de copropriété. Qui fait quoi dans l'Union européenne? C'était l'épisode précédent. Alors moi, à l'époque, pour nos ouvrages, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le temps des fils fondateurs, qui appelait à la démocratisation. Le temps des fils fondateurs, qui appelait à la démocratisation de l'Union européenne. Donc je suis d'autant plus à l'aise pour redire qu'effectivement, on doit construire quand même l'Europe, en dépit de ses déficits en matière notamment de transparence sur certaines décisions. La façon dont ça se passe dans les négociations commerciales internationales, c'est pas idéal. La façon dont les réunions de l'Eurogroupe sont à huis clos, même s'il y a des bonnes raisons pour ça, mais c'est pas idéal du point de vue démocratique. Mais pour autant, moi qui ai donc écrit pour appeler à la démocratisation de l'Union européenne, je suis donc d'autant plus à l'aise pour dire qu'effectivement, quand on parle de déni de démocratie en matière européenne, et après 2005, il faut mettre un S à l'expression déni de démocratie. Si nous dénions, nous Français, aux autres démocraties, aux 27 autres démocraties, le droit d'avoir un avis différent de nous, et c'était bien le cas en 2005, alors effectivement, on peut avoir l'impression que l'Europe ne nous écoute pas, mais il faut construire l'Europe à 28 et bientôt à 27. Et dans la culture politique française, il y a peut-être une évolution, même si la France est un pays plus égal que d'autres, à faire sur le sujet. Je veux dire aussi, comme Sylvie, en prenant un seul exemple, que le déficit démocratique en matière européenne, il prend sa source aussi au niveau national. Il faut bien réfléchir à la personne que nous allons mettre à l'Élysée dans quelques temps, parce que le chef d'État français qui conduit la politique européenne de notre pays ne rend aucun compte à personne pendant 5 ans. Il peut le faire s'il est volontariste, mais rappelons qu'il n'a pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale. La Constitution le lui interdit. J'ai participé avec d'autres d'ailleurs à des réflexions conduites par Claude Barthelone et Michel Vinocq sur la réforme de la Constitution. Ils ont proposé de faire une exception en matière européenne. Ils ont proposé une révision de la Constitution sur ce point. Donc je veux dire en effet que le déficit démocratique prend aussi sa source au niveau national, mais que de toute manière sur un sujet comme celui-là, n'oublions pas que ce qui domine la période récente n'est pas tant le clivage entre les peuples pris indistinctement et Bruxelles, mais ce sont les clivages entre des peuples qu'il faut donc essayer de réconcilier, si possible. Sylvie Goulard, voilà. Oui, juste un point là-dessus. Enfin, on pourra revenir sur la question entre les peuples, parce que ça me gêne un peu qu'on mette, par exemple, tous les Allemands dans le même sac. Moi, j'ai vécu la crise de la zone euro en étant au Parlement européen. Il y avait des positions allemandes de gauche, des positions allemandes de droite. Et je voulais juste dire une autre chose. Soyons attentifs à ne pas avoir deux échelles de mesures différentes selon qu'il s'agit du niveau national ou du niveau européen. Tu as mentionné la transparence en matière d'accords commerciaux. Il y a une certaine dose de transparence, admettons qu'elle ne soit pas suffisante.
Mais j'aimerais quand même que les citoyens français qui disent qu'un accord commercial a été signé avec le Canada sans transparence s'intéressent aussi à la manière dont le ministère français des Affaires étrangères fait des accords dans un manque total de transparence. J'ai commencé ma carrière, je sais très bien que nous n'avons pas d'informations sur des contrats aussi, enfin des traités ou des actes de vente à des pays qui ne sont pas des démocraties. Je suis quand même plus choquée par la coopération militaire avec certains pays du Golfe qu'avec un accord commercial avec le Canada. Or, pourquoi Ils il y ne sont pas tout à fait de la même ampleur, en plus. Non, et puis il y a 2 poids, 2 mesures. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que Mme May va bientôt faire l'expérience que l'Union européenne est beaucoup plus transparente que les démocraties nationales. Alors, Parce qu'elle essaye de ne pas donner des informations au Parlement britannique. Et nous avons déjà convenu, nous les députés européens, de donner au Parlement britannique les informations que nous aurions au niveau européen. Donc ça va être très très amusant. question sur la transparence. Question toujours sur la démocratie et l'Europe. Hubert Védrine, vous vouliez ajouter quelque chose? Dans l'analyse que je fais de la crise politique, il faut essayer de surmonter, en récupérant donc les sceptiques, les déçus allergiques et compagnie. J'insiste pas tellement sur l'histoire du déficit démocratique, parce qu'en effet, ça se passe à tous les niveaux, et il y a plutôt un problème de dysfonctionnement démocratique généralisé, à peu près partout. Donc c'est vrai dans les États, c'est vrai que la démocratie représentative, historique, est contestée à travers une sorte de pulsion de démocratie directe qui serait cauchemardesque dans son application réelle, qu'on essaie d'équilibrer par la démocratie participative, et que tout le monde essaie à tous les niveaux de répondre à ça. Mais moi qui suis très critique sur ce qui est devenu le système de décision européen et qui pense qu'il faut le changer vraiment sérieusement, en profondeur pour sauver le projet et redémarrer, je ne reprends pas la rengaine habituelle, vous voyez, sur le déficit démocratique. Juste une question quand même là-dessus, Hubert Védrine. C'est assez juste, je suis d'accord. Je vais me faire l'avocat des anti-européens qui disent régulièrement 2005, référendum, 55% de non, puis après arrive le traité de Lisbonne, adopté par le Parlement. On fait adopter par les parlementaires ce que le peuple a refusé. Qu'est-ce qu'on répond à cela? C'est vrai que je pense qu'on a porté atteinte sans s'en rendre compte à une sorte de psyché démocratique. Nous avons pu juger de la pierre à personne parce qu'il n'y avait pas d'instrument préétabli. Il est temps que nous réfléchissions à la manière de nous doter d'instruments de gestion de crise, aussi bien de la monnaie que d'ailleurs de crise migratoire. Vous l'avez très bien dit, on a sûrement un agenda important dans le domaine asile, migration dans les années à venir. En matière peu importe, en tout cas, nous avons fait une Europe des normes plus qu'une Europe de la décision discrétionnaire dans une période de crise. Et ça oblige à un changement considérable. La deuxième chose qui est très amusante, là on est effectivement en France, et les Français ont une approche, je sais parce que je fais énormément de débats en Allemagne, devant des grands publics, il y a une chose qui me frappe systématiquement, c'est que les Allemands raisonnent en termes de subsidiarité, de répartition des compétences. Qui fait quoi? C'est un système fédéral. Le principe du fédéralisme, c'est qu'on définit une liste qui fait quoi. Les compétences d'ailleurs appartiennent aux Länder, sauf si elles ont été transférées au Bund. Et les gens sont assez à l'aise avec cette idée que l'Europe, par exemple, ne s'occupe pas de certaines choses. Quand vous dites en Allemagne, moi je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté, les Allemands considèrent que la pauvreté n'est pas dans les compétences de l'Europe, on sucre les crédits. Les Allemands n'en attendent pas trop de l'Europe. Non, en tout cas, ils regardent le traité, et beaucoup de gens, même pas forcément extrêmement éclairés, comprennent ce raisonnement à plusieurs niveaux. Quand on parle des grands publics français, il y a, et ça vient de la Révolution française, à mon avis c'est quelque chose de très profond, il y a un raisonnement par l'égalité des droits. Et c'est ça l'un des points d'accroche entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la subsidiarité et que vous considérez que le social est du niveau des États, vous acceptez qu'il y ait des citoyens plus ou moins bien traités sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur le territoire de la République fédérale ou que ce soit sur le territoire européen. On admet de la diversité. Il n'y a pas d'égalité absolue, il y a des choix qui sont faits au niveau inférieur qui peuvent aboutir à des situations différentes. C'est très compliqué de faire coexister cette conception qui a sa logique et son mérite avec une conception française d'égalité des droits. C'est pour ça, par exemple, que la directive sur le détachement des travailleurs, les gens ne comprennent pas. À l'étranger, pourquoi ça a un tel écho en France, et en France, pourquoi les étrangers peuvent vivre avec. C'est parce que chez nous, on dit oh, les gens font le même travail, il faut qu'ils aient les mêmes droits, etc. C'est une autre approche. Voilà, j'attire simplement l'attention. Vous dites que la question du dumping social que les Français posent à propos de la directive travailleurs détachés, elle ne s'oppose pas ailleurs.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que la manière dont on va essayer de trouver des solutions à des choses qui peuvent être des abus ou des dérives. Non, mais par exemple, dans les pays d'Europe centrale et orientale, la plupart des gouvernements, la plupart de mes collègues députés ne demandent pas un changement sur le détachement des travailleurs. Ils trouvent bien que des travailleurs puissent venir travailler chez nous. Mais parce que les droits sont plus favorables, en tout cas c'est comme ça que c'est parce que les droits sont plus favorables en France. Non, s'ils étaient qu'en plus Europe. favorables à ce moment-là, il n'y aurait pas de distorsion de concurrence. Non, le détachement des travailleurs, c'est de pouvoir, le cas échéant, aller dans un autre pays avec les droits dont on dispose dans le sien. Chose d'ailleurs dont des Français ont beaucoup bénéficié en sens inverse. J'attire votre attention là-dessus, on ne vous le dit jamais. Énormément d'entreprises françaises ont envoyé des cadres ou des salariés français en Roumanie, en Hongrie, etc., en continuant à bénéficier du régime de sécurité sociale et de leur statut en France. En tout cas, peu importe, l'idée qu'il puisse y avoir diversité, mais vous l'avez, prenons un autre exemple pour l'Allemagne qui est plus simple. Il n'y a pas les mêmes programmes scolaires. Non mais ça, les gens, en France, il y a un programme. Après, les profs le respectent ou pas, ça, je dirais, tout le monde s'en fiche. Mais il y a un seul programme. Et si un ministre de l'Éducation disait qu'il n'y a pas un programme, les Français seraient très choqués. En Allemagne, vous êtes en Bavière, votre enfant, il fait du latin. Il quitte la Bavière parce que vous déménagez en Hambourg, il ne fera plus de latin. Il a tel nombre d'heures dans tel domaine. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des espaces politiques dans lesquels on a plus ou moins de diversité selon les régions où on se trouve. La clarification, je me répète, la clarification radicale que j'appelle de mes voeux, sur un exercice pénible mais salutaire pour la Commission, etc., mais impose de dépasser la schizophrénie française. Donc je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur l'ambiguïté ou les contraintes. Alors je ne sais pas si ça remonte à la Révolution avant ou après, mais en tout cas il y a une schizophrénie évidente, évidente. Par exemple dans l'histoire de la prolifération des normes, avec des choses extravagantes, extravagantes. Il n'y a personne n'est payé à Washington pour définir la forme des pots de douche dans le Wyoming. Je prends l'exemple que prend Juncker lui-même. Mais il y a énormément de demandes françaises, sans arrêt. Et la France est un pays d'abord qui est capable de transposer au niveau européen son génie à fabriquer des réglementations complètement inapplicables sur des tas de sujets genre pénibilité, etc. Bon. Et puis on les demande, la bureaucratie de la Commission le mouline à sa façon, ça revient des furieux alors que c'est nous qui l'avons demandé. Dans certains cas, en plus, on ne transpose pas, donc on se fait engueuler. Et quand on transpose finalement, on surtranspose. Donc, il y a quand même... je fais le mal dans ce que j'ai dit. Donc, c'est pas simplement une critique du niveau européen. On est vraiment partie prenante de ce problème. Et moi, la clarification, je l'applique à nous-mêmes aussi. Mais vous savez, si je puis vous... Non, mais je vais dire quelque chose à M. Le Drian qui va lui faire très plaisir. Parce que vous dites que la Commission l'a pas fait. Je vous assure, reportez-vous au discours inaugural de Romano Prodi à l'ouverture de la Convention. Ça doit être très bien. Non, c'est pas que c'était très bien, c'est qu'il Ça nous ramène au début des années 2000. Non. Au milieu des années 2000. Oui, non, c'est 2002, c'est février 2002. Oui, la Convention, oui. Et très sincèrement, la Commission, vous dites que la Commission n'en voudrait pas, la Commission a demandé, a dit aux États membres, on met sur la table toutes les compétences et on fait cet exercice de remise à plat. Le président, peut-être pas. Alors, je voudrais pas qu'on soit trop orienté vers le Mais passé. c'est pour dire que la tentative a déjà été faite et qu'en fait, quand après on arrive au détail, Ça marche pas. ça coince notamment parce qu'il y a des pays qui veulent certaines choses et d'autres qui veulent d'autres choses. Yves Bertoncini, rapidement. Non mais soyons concrets, c'est un exercice qui a été fait bien plus récemment au Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni avait cette idée que quand même Bruxelles en fait trop, c'est un vrai scandale. Tout ça est tout à fait public, hein, ça a été mis sur le site de la Chambre des communes, ça a été fait par des comités très sérieux pendant 2 ans. Résultat des courses, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe fait les choses qu'on lui a dit de faire, et puis elle n'empiète pas tant que ça sur la souveraineté du Royaume-Uni, même si la perception était différente, même si dans certains cas elle empiète et ça n'a pas aidé. Par exemple, quand Michel Barnier est allé réguler le bonus des banquiers de la City, ça leur a pas fait plaisir du tout. C'est pas Michel Barnier, c'est le Parlement européen. Alors, je savais Non, que non, t'allais me mais reprendre non, là-dessus, mais mais il faut arrêter d'accabler la Commission, j'assume. Ça, c'est nous qui l'avons voulu, et j'assume Mais tu qu'il y a un assumes problème qu'il n'aura pas fait d'égalité plaisir. des rémunérations. Alors, Alors, ça n'a pas voilà. fait plaisir à la Et City. maintenant qu'il y a des normes européennes dans certains cas, qui à mon avis étaient tout à fait bienvenues, parce qu'il fallait réguler les délires de la finance, notamment britannique. Voilà, c'est tout. Donc, dans certains cas, il y a des normes qui sont tout à fait nécessaires. Dans beaucoup de cas, les Français voudraient des normes un peu plus uniformes. On a parlé du détachement des travailleurs. Je crois que pour ce qui est des normes de niveau technique, dont on vous a déjà un tout petit peu trop abreuvé, le constat est fait que c'est un processus
qui a ses vertus, hein, du point de vue technico-commercial, puisque pour que des produits circulent, il faut qu'ils soient mis aux normes, mais que du point de vue politique, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun service après-vente de la part des ministres, et que d'ailleurs, quand nous on s'y colle, on n'y arrive pas. Donc il faut arrêter. Donc je suis d'accord avec Hubert Védrine là-dessus. Ça a peut-être des avantages technico-commerciaux, mais il vaut mieux arrêter de normaliser, que les produits circulent moins bien, parce que les dégâts politiques sont tels que c'est pas bon pour la construction européenne. Mais ça aura des coûts, économiques et sociaux, de la même façon que quand les Britanniques seront soustraits aux normes européennes, et c'était bien leur droit, ils vont en assumer certains coûts. Mais on arriverait à faire une gigantesque opération. Elle a été fait, il faut relire. Non, mais je sais que ça a été fait. Mais une gigantesque opération politico-psychologique, thérapeutique, tout ce qu'on veut, pour redémontrer que finalement, l'Europe fait à peu près ce qu'on lui demande, et qu'on lui demande des choses impossibles, et qu'on doit se discipliner. Mais reprenons l'exemple, pardon, je vous interromps, Monsieur le Ministre, mais quand on dit aux Britanniques qui sont gouvernés à Bruxelles, it's a joke, franchement, ces gens-là n'ont pas l'euro, et ils roulent n'importe comment, enfin de l'autre côté de la route, ils ont une reine, ils font n'importe quoi, ils bouffent n'importe quoi, ils ont des fish and chips, non mais que les Britanniques, il suffit d'aller une seconde au Royaume-Uni pour voir qu'on est ailleurs, et qu'on ait pu faire croire à ces gens-là qu'ils étaient gouvernés depuis Bruxelles, enfin, c'est complètement dément. Les agriculteurs et les pêcheurs britanniques, oui, bien sûr qu'ils sont gouvernés depuis Bruxelles, et s'ils sont pas contents, ils ont raison. Et les banquiers de la City, donc comprimer les bonus, oui, et ça leur a pas fait plaisir. Maintenant, ils veulent créer un Singapour sur Tamise pour pouvoir déréguler en paix, se faire beaucoup d'argent. Mais c'est une blague, Mais moi, je ne parlais pas des pathologies britanniques. Si on veut parler des pathologies françaises, allons-y. Voilà, On s'éloignerait du débat. Moi, je pense qu'on a intérêt de cette gigantesque opération qu'il faudrait faire mener par des sortes de sorciers, en quelque sorte. Et au bout du compte, je dirais, mais au fond... Un marabout, même. Au fond, voilà, il faut marabouter tout ça. Au fond, c'est pas si mal, mais on aurait reconstruit la légitimité en assainissant. On n'est pas dans le domaine logique, hein, en fait. Je voudrais qu'on aborde un dernier chapitre. Avant cela, je précise que vous aurez tout à l'heure la possibilité de poser des questions en faisant remonter vos questions à Paul-Édouard et Nicolas, que je ne vois pas, mais qui vont pouvoir les récupérer. Commencez à les récupérer, vous les écrivez et ils se feront vos ambassadeurs. On va aborder un dernier chapitre avant cela, simplement la place de l'Europe dans le monde. Ça a été dit, nous construisons l'Europe pour peser, mais effectivement, pour paraphraser, l'Europe combien de divisions quand on est en Chine? Ça vous fait tout de suite réagir, regardez. Non, mais l'Europe n'a pas été construite pour peser. L'Europe puissance, non, mais c'est une légende française, ça. C'est une idée que je trouve formidable, mais c'est une idée française. Quand on regarde l'évolution des choses après la guerre, d'abord le rôle des États-Unis qui a été extrêmement positif dans cette affaire, c'est eux qui ont fait la paix, c'est pas nous. C'est les Soviétiques puis les Américains qui ont fait la paix. L'Europe a profité de la paix, après elle a transformé ce qui aurait été une paix froide en quelque chose d'entièrement nouveau. Donc, l'Europe a fait la réconciliation. Oui, c'est ça. Ah mais c'est très important parce que la paix qui était bloquée par la Pax Atomica, on a vu ce qu'il en était en ex-Yougoslavie, ça a éclaté en guerre. C'est les Soviétiques et les Américains qui ont imposé la paix en battant Hitler, la paix en Europe. Et l'Europe est une fille de cette paix. Simplement. Elle a créé les conditions d'une réconciliation profonde. Non mais après, il y a l'Alliance Atlantique. Tout le monde est dans la même alliance. Il n'y a plus aucun risque de conflit en Europe, en réalité. Sauf un conflit entre soviétiques et américains sur le sol européen. Monsieur le ministre, l'Alliance Atlantique en 1955 est née au lendemain du rejet par la France du projet de communauté européenne de défense. Elle était créée en 48. Attendez, pas tous les deux en même temps parce que... Elle était créée en 48. Oui, mais en 55, on a mis l'Allemagne dedans, ce qui était quand même un élément relativement clé par rapport au... Hubert Védrine, terminé. Les Américains avaient raté l'opération CED, donc ils ont fait l'opération Europe. Et tous les pro-européens sont manipulés par les États-Unis. Non, pas manipulés. La politique américaine a été géniale. C'est le meilleur moment dans l'histoire de la politique américaine. Après la guerre, Roosevelt, Truman, etc., ils ont été exceptionnels, y compris sur l'idée européenne qu'ils ont énormément soutenue. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'idée d'Europe-puissance. Et si on prend les pères fondateurs, pas Staline et Truman, qui sont les vrais fondateurs, à mon avis, mais Schuman et Monnet, il n'y a aucune idée d'Europe-puissance à aucun moment. Alors il y a tout ce dont on a parlé depuis, mais l'idée... Ah ben moi je suis historien. Ah d'accord, on peut relire la déclaration Schuman. Vous avez la parole, Sylvia.
moi je suis tout à fait sûr de mon fait, il n'y a aucun projet d'Europe-puissance, sauf si c'est un élément bien organisé de l'ensemble atlantique. Et Europe-puissance au sens gaulo-mitterrandien d'après, zéro. Mais c'est un fait historique et c'est comme ça à cause de la guerre. Ce qui fait qu'on a été extrêmement seul depuis pour mettre en avant l'idée d'une Europe-puissance qui pèserait en dehors des aspects commerciaux dont on a parlé. Et à mon avis, c'est pas parce qu'on a fabriqué, y compris moi, je suis d'accord, je suis responsable de 1000 choses, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on a écrit de politique étrangère et de sécurité commune et qu'on a fait des processus et des hauts représentants de je ne sais pas quoi, enfin, toutes ces espèces de machinerie, ça n'a rien changé au fond. Les Européens ne sont pas d'accord sur les grands sujets. Ils sont prêts à dire qu'ils sont pour la démocratie, la paix, le développement, les droits de l'homme et compagnie. Et dès qu'il y a un sujet très précis du genre comment on se comporte avec Poutine, qu'est-ce qu'on fait au Proche-Orient, comment on fait avec l'Iran, etc., ils ne sont pas d'accord. C'est pas étonnant. L'histoire est là. Et moi, je vais donc raccourcir, parce que sinon c'est un sujet trop long. On a sauté une étape. Au lieu de dire que l'Europe est d'accord parce qu'elle a des grands principes généreux et généraux qui sont les mêmes, on devrait confier aux pays les plus opposés. Par exemple, dans les relations avec la Russie, pour la Pologne et les Baltes, c'est une menace imminente, proche. Pour l'Italie et la Bulgarie, c'est un fournisseur de gaz, on va dire. Bon. Donc on devrait demander à deux pays tout à fait opposés, on leur donnerait un an, on devrait trouver une ligne de synthèse par rapport à la Russie, permettant d'avoir une politique réaliste, prudente, dissuasive, peut-être plus ferme sur certains points, plus coopérative pour d'autres, etc. Si vous y arrivez entre vous, on va tous s'y retrouver. Est-ce que sur ce point-là, au moins, on prend d'autres couples sur Proche-Orient, sur Afrique, sur Suisse. Donc on a un peu sauté cet épisode qui aurait duré 10 ans, et c'est encore possible. Donc on a mis en place des mécanismes qui sont là, mais qui tournent dans le vide. Donc là, on dit qu'il faut revenir à un travail de fond sur les objectifs au-delà des généralités sur la démocratie. Voilà ma proposition concrète. Est-ce que sur cette proposition concrète, au moins, Sylvie Goulard, vous êtes d'accord? Non, mais sur le fait qu'il faut innover, sur le fait qu'il vaut beaucoup mieux, par exemple, envoyer un Finlandais pour aller discuter avec les Marocains plutôt qu'un Espagnol, avoir des gens qui sont un peu éloignés de la zone, qui n'ont pas un passé colonial, qui n'ont pas tout ça, je suis d'accord, on devrait innover beaucoup plus. Je ne suis pas sûre que ce soit une épreuve dans le temps, mais je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit avant, Monsieur le Ministre, parce que, avec tout le respect que je vous dois, je suis en total désaccord. Vous réécrivez l'histoire. Vous réécrivez l'histoire, et je vais... Elle cherche ça depuis le début. Hein. Non, mais c'est parce que ça me tient à cœur. D'abord, vous avez tout à fait raison sur le fait que les Américains ont joué un rôle dominant, que l'élément clé, ça a été la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le fait que les Américains ont joué un rôle. Ce qui a gêné, moi, c'est les mémoires de Robert Marjolin, premier commissaire français, personnage atypique qui avait été dans un gouvernement du Front populaire, etc., qui m'a le plus éclairé sur la question. Il est vrai que nous avions un désaccord fondamental avec nos partenaires au début des années 50, qui était le fait qu'eux ne se plaçaient pas à équidistance entre l'Union soviétique et les Américains. Là, il y a eu une vraie différence. Les Français ont été ceux qui, c'est d'ailleurs dans la tradition gaulliste et qu'on le voit dans une espèce de russophilie rémanente parfois en France, c'est l'idée qu'on pourrait être à équidistance entre l'un et l'autre. Je ne veux pas juger, mais historiquement, je crois quand même que la France a pris en 1954 une décision de rejet du projet de la communauté de défense adossé à des institutions politiques. Il faut relire le projet de von Brentano de cette époque-là. La France a détruit la vision de l'Europe qu'elle va ensuite porter tout le temps. La France a toujours été dans cette oscillation entre la volonté d'une Europe politique et le refus de se doter des institutions qui permettraient d'y aboutir. Ce que nos partenaires n'accepteront jamais, Monsieur le Ministre, jamais, c'est l'Europe puissance dans laquelle ils nous servent de tabouret. Ils en ont marre de servir de tabouret, ils en ont marre de discours dans lesquels la France décide, et parce qu'elle défend les intérêts européens, il faut que quand elle se retourne, les autres soient là, soient prêts à jouer du pacte de stabilité, etc. Et ça, c'est le passé. Si on regarde l'avenir, c'est pas ce dont on parlait, ça. Pardon ? C'est un autre sujet, ça. C'est pas ce dont je parlais, là. Non, mais je peux aussi penser par moi-même. Juste un truc. Non, mais maintenant, si on se tourne vers l'avenir, je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment est un changement absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit vous-même, M. Trump est quelqu'un de pas fiable. M. Poutine a un comportement dont on ne sait pas très bien ce qu'il sera. M. Erdogan est en train parfois de porter des difficultés à l'intérieur des villes allemandes, etc. L'Allemagne est en train de profondément terminer sa mutation sur les questions de défense et d'intervention à l'extérieur.
Il y a eu un livre blanc qui a été porté par l'actuelle ministre de la Défense, Mme von der Leyen. Il y a une volonté d'augmenter les budgets. L'intérêt national allemand va être profondément, dans les années qui viennent, de participer de manière active et en n'étant pas seul à une prise de responsabilité internationale. Et je pense que ça va rebattre les cartes. Personne ne peut dire, et vous avez raison, que jusqu'à présent, il y a souvent eu des déclarations, non suivies des faits, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais fondamentalement, nous avons pendant des années cherché. Et en plus, nous avions toujours un ménage à trois avec les Britanniques, qui faisaient, vous l'avez connu au Quai d'Orsay comme moi, qui faisait qu'on disait qu'on faisait l'Europe avec les Allemands et on allait quand même se rassurer auprès des Britanniques qu'on ne ferait pas l'Europe à l'allemande. Et eux disaient qu'ils faisaient l'Europe avec la France, mais ils allaient se rassurer auprès des Britanniques qu'en matière économique, ça serait plutôt leur vue que les nôtres. Donc si on en revient à la question où va-t-on, parce que c'est la question ce soir, est-ce qu'on va vers une Europe puissance? C'est-à-dire, est-ce que, si ce n'était pas le projet de départ, j'ai même compris qu'il y avait une divergence entre vous, est-ce que ça doit, compte tenu du monde dangereux dans lequel nous vivons, être le projet des 60 prochaines années, Hubert Consigny? Nous avons eu au départ, je vais bien reprendre l'expression d'Hubert Védrine, Truman et Staline, qui en effet, du point de vue géopolitique, ont contribué, si on peut les appeler des pères fondateurs, mais ont contribué au lancement de la construction européenne. Nous avions peur de Staline, il fallait s'unir. Nous avions peur de nous entretuer. D'une certaine manière, l'Union européenne a été lancée sur l'ère de l'hymne à la peur plutôt que de l'hymne à la joie. Il y avait des conditions géopolitiques pour lancer cette construction européenne. On retrouve aujourd'hui des conditions géopolitiques en partie porteuses. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est Trump et Poutine. Ce n'est plus Truman et Staline, c'est Trump et Poutine. Poutine est une menace pour nous. Ce n'est pas la seule. L'État islamique vient nous tuer jusqu'à dans nos églises et nos salles de concert. Il y a d'autres menaces au niveau européen, oui, au niveau mondial, le changement climatique, voilà. Mais je reste sur les menaces géopolitiques. Le chaos en Syrie et en Irak, que les Américains ont contribué à créer au passage. Le chaos en Libye, là on a pris notre part avec les Britanniques. Face à ces menaces, il y a une nécessité de s'unir, parce que l'union fait la force, c'est un peu du catéchisme, ce que je vous dis là, mais il y a quelque chose de nouveau, d'autant plus que notre protecteur américain n'est plus très fiable. Et effectivement, une alliance atlantique qui a sur son flanc est Recep Tayyip Erdogan et puis à son centre Donald Trump est une alliance qui est toujours aussi nécessaire, bien naturellement, mais qui nous appelle à nous unir davantage. Et ça, c'est un élément absolument déterminant en faveur d'une Europe qui agirait en termes de sécurité collective au sens large, parce que ça inclut aussi la police, la justice, l'échange de renseignements. Parce que à défaut de le vouloir, nous y serons contraints. Oui, on y est contraint en ce moment. Alors maintenant, en contrepoint, la mauvaise nouvelle, c'est que nous, Européens, qui sommes unis dans la diversité, si nous sommes face à des puissances comme la Russie, qui cherchent à nous diviser, mais aussi les États-Unis d'Amérique, de Donald Trump, je précise, qui peuvent chercher à nous diviser, mais aussi le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui, pour les nécessités de sa négociation, peuvent chercher à nous diviser. Dans les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne reste peut-être plus que la Chine qui voudrait qu'on reste unis, ce qui n'est pas très rassurant. Ce qui reste à vérifier d'ailleurs, Donc mon sentiment, où va-t-on, c'est qu'on va aller vers plus d'union par nécessité, pas par idéologie, par nécessité, mais qu'on ne va pas pouvoir y aller à 27, parce qu'il y aura des divisions qui vont l'empêcher, et que dans ce contexte-là, la France et l'Allemagne, notamment, après que les élections auront été organisées dans ces deux pays, auront une responsabilité historique, parce que ça redonnera du sens aussi à notre aventure collective. Et je le dis quand même pour finir, c'était peut-être pas l'Europe puissance dans les années 50, même s'il y a quand même des phrases assez explicites de Jean Monnet dans ces mémoires, mais c'était une façon d'arrêter de nous affaiblir à chaque génération, ce qui était déjà une façon de reposer les bases d'une Europe un peu plus puissante, ou en tout cas, de pays européens un peu plus puissants pour la suite. Je vois beaucoup de papiers qui circulent, donc vous avez manifestement beaucoup de questions. Un mot très rapide, Hubert Védrine, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je serais très content qu'on aille dans ce sens. Et les circonstances mondiales s'y prêtent. C'est bien, parce que vous n'êtes pas souvent content, donc je note là. Non, je suis lucide. La blessure la plus proche. Donc j'essaie d'être lucide, honnête, et faire des propositions et des prospectifs. Alors, l'orientation vers cette Europe que nous dessinons ensemble, je serais très content que ça aille dans ce sens. Aujourd'hui, si c'était déjà le cas, ça voudrait dire que face à Trump, par exemple,
On aurait dû dire de façon plus unie, beaucoup plus forte. C'est peut-être encore possible. On aurait dû dire, vous voulez remettre en cause l'accord climat, vous n'y arriverez pas. Nous continuons, le monde entier va continuer. Et d'ailleurs, la Californie va continuer, les entreprises américaines, ça. Vous faites ce que vous voulez, c'est absurde. Vous allez priver les États-Unis de la compétitivité écologique, concept d'avenir, et c'est des conneries, mais nous on continue. Il faudrait le dire clairement. Sur l'Iran, on aurait dû, on devrait dire clairement, bon, ça dépend un peu des élections en Iran, mais quand même on va dire, vous voulez remettre en cause l'accord Iran, nous on l'appliquera, donc les Iraniens l'appliqueront correctement, et l'ensemble des protagonistes l'appliqueront. Et si vous continuez à menacer les entreprises mondiales qui appliquent normalement l'accord avec l'Iran parce qu'elles font des choses en dollars, etc., nous allons réagir et nous allons imposer, nous allons développer des relations clients dans une autre monnaie que le dollar. Il faut être capable de dire des choses comme ça. Vous voyez, vous voulez définir d'autres relations avec Trump, nous avons, avec Poutine, pardon, nous avons notre propre conception de relations réalistes avec Poutine, plus ouvertes, mais très dissuasives et fermes en même temps. Accords commerciaux, vous les foutez en l'air, nous allons continuer en tenant compte des exigences sanitaires demain. Voilà notre conception. Donc, vous voyez bien, quand je le dis en très schématique, en très résumé, que vous ne l'avez pas clairement entendu. Il y a eu des choses pas peut-être attendons aussi le résultat des élections qui viennent cette année. Il y a toujours une élection qui arrive la semaine prochaine. Ça a été dit quand même, hein, monsieur le ministre. Ça a été dit, sincèrement, le vote, c'est pour ça que moi je m'insurge sur le Canada. Il y avait une dimension stratégique dans l'accord commercial avec le Canada, qui est de maintenir des accords multilatéraux de libre-échange au moment où Trump parle protectionnisme. Vous avez raison, mais reconnaissez qu'on a perdu beaucoup de temps, c'est bien, mais mon Dieu, Trump, c'est impensable, qu'est-ce qu'il va faire, c'est atroce. On a perdu beaucoup de temps à ça, alors qu'il faudrait dire clairement, nettement, fermement, voilà nos éléments fondamentaux, à nous, Européens. Mais je pense qu'Angela Merkel l'a dit assez clairement. Oui, mais Merkel a dit 2-3 trucs pas mal, pas sur l'ensemble des sujets, mais... Donc, si vous prenez la partie financière, non mais rapidement, moi, j'en attends plus, quoi. Oui, mais c'est difficile parce que l'administration Trump, pour l'instant, nous envoie des signaux totalement contradictoires, comme M. Trump d'ailleurs. Et donc, n'attendons pas. Ça dépend, parce que ça peut être aussi utile de renforcer le camp qui veut faire bouger Trump. Sur l'OTAN, il a déjà bougé. Il avait d'abord dit que l'OTAN était obsolète, et il est revenu sur ses déclarations. Là, on aurait pu dire tout de suite, si vous voulez plus de l'OTAN, on va faire le pilier européen de la défense, dans l'Alliance. Si vous êtes capable de... Ça fait tellement longtemps qu'on le dit. On va passer aux questions de la salle, parce que j'ai bien... Apparemment, elles sont nombreuses. Paul-Édouard, peut-être d'abord, avant Nicolas. On vous écoute. Première question, êtes-vous pour ou contre une Europe à plusieurs vitesses? Et si oui, comment faire concrètement? Bon, écoutez, d'abord, elle existe. On va essayer de répondre rapidement pour pouvoir passer. Elle existe. Donc, il y a l'euro, il y a Schengen, on a déjà fait tout ça. 2, moi, j'ai moins peur d'une Europe à plusieurs vitesses qu'une Europe qui ne bouge pas du tout. Donc, il va falloir évidemment bouger. Et je suis sûre, c'est là qu'il y a une capacité d'entraînement aussi, si on développe des projets. Après, ce qui est compliqué, c'est par exemple, je prends un exemple tout simple. L'euro, c'est une entité qu'il faut arriver à faire bouger ensemble parce que nous sommes liés par la monnaie. Et à l'intérieur de l'euro, vous avez les 3 pays baltes. Les 3 pays baltes attendent de nous une protection qui est aussi une protection militaire et de défense. Et donc c'est là qu'on voit que les dossiers s'interpénètrent et que c'est pas évident. Et donc oui, il faut être pour une Europe à plusieurs vitesses, à condition qu'il y ait toujours des critères objectifs pour faire rentrer ceux qui voudraient y rentrer, et pas des petites magouilles du genre on est seulement un certain nombre contre les autres. Nicolas. Question, l'Europe ne se laisse-t-elle pas influencer dans certains secteurs par le poids des lobbies? Alors non, parce que c'est sûr qu'en France, ça n'arrive jamais d'ailleurs. À nos députés, il y en a quelques-uns dans la salle, je les salue, hein, jamais rencontré aucun groupe d'intérêt, jamais. Alors, plus sérieusement, au niveau européen, il y a effectivement beaucoup de groupes d'intérêt. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Europe a été économique. Ça fait l'Europe d'abord un grand marché, une politique agricole commune. Donc évidemment que les groupes d'intérêt agricoles, ils sont tous à Bruxelles. Et puis, c'est pas idiot de rencontrer les groupes d'intérêt quand on prend des décisions qui les concernent. L'Europe a d'ailleurs fait la transparence sur les contacts en matière de lobbying. Il faut maintenant signer un registre quand on va à la Commission européenne. Même quand on est directeur d'un think tank, on est considéré comme un groupe d'intérêt, il faut signer un registre et puis il faut expliquer quel fonctionnaire on va voir. Il faudrait mettre en place un tel système à l'Assemblée nationale. Ça serait assez intéressant. Donc ensuite, la question est de savoir, une fois qu'on a dit ça, les contacts existent, si
l'Union européenne et ses décideurs sont captifs des groupes d'intérêt. C'est ça la vraie question. Eh ben, on va laisser répondre Sylvie. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. J'ajoute juste une chose pour vous montrer le niveau d'absurdité. Cette question, on l'a dans chaque réunion publique. Dans chaque réunion publique. Et c'est une espèce de perception, alors même que pour ce qui est des députés européens, ou des commissaires, ou des fonctionnaires, il y a des registres de transparence des obligations. Comment se fait la procédure législative? Proposition de la Commission et vote par le Parlement européen et par le Conseil des ministres. L'institution qui refuse totalement qu'il y ait le moindre registre de transparence, c'est le Conseil des ministres. Donc, si nous faisons, nous, des textes sur la finance, si nous voyons des banquiers, etc., nous devons rendre des comptes. Alors, ça peut être amélioré. Moi, j'ai pas de problème pour être transparent. Encore que j'ai pas forcément envie de donner tous les noms des gens que je vois, je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, les gens de niveau intermédiaire que je vois, qui nous passent parfois les informations les plus intéressantes, ceux-là, on n'arrivera plus à les voir. Et on n'aura que la doxa totalement lyophilisée que nous enverront les services de communication. Donc moi, je maintiens que c'est une amélioration de la législation, que nous puissions voir des gens à tous les niveaux dans les entreprises, et parfois en ne disant pas le nom des personnes. Parce que vous savez, les pourris, de toute façon, ils iront dîner dans un appartement privé avec des gens sans le dire. Hein. Donc on va casser les pieds de tous les députés honnêtes, ou de tous les ministres honnêtes qui font correctement leur boulot, qui essaient de discuter avec tout le monde, et ça n'empêchera pas que l'infime minorité de gens malhonnêtes ou sous contrôle, ceux-là iront toujours voir des gens en ne le disant pas. Ben Moïse. D'une formule, je citais Rupert Murdoch. Rupert Murdoch avait dit, moi j'aime pas Bruxelles, je préfère Londres, parce qu'à Londres, je vais voir le Premier ministre, la décision est prise, alors qu'à Bruxelles, oui, c'est compliqué, donc, mais le pouvoir est dispersé. Il y a un commissaire, puis il y a des parlementaires, puis il y a des ministres, etc. Donc la capture par les groupes d'intérêt est infiniment plus difficile à Bruxelles que dans les capitales nationales. Aujourd'hui, les partis se désolidarisent du tout qu'est l'Europe comme si elle agissait en dehors des États qui la font fonctionner. Comment réactiver le sentiment européen et re-responsabiliser les peuples à un niveau européen? Le sentiment européen, pardon, je garde le micro, je pense qu'on est là, hein, le sentiment européen. L'Europe a été lancée parce que nous avions peur, il y avait un sentiment, nous avions peut-être aussi honte de les destructions que nous nous sommes auto-imposées, hein, c'est une auto-mutilation, hein, l'histoire de l'Europe au début du XXe siècle. Nous avions peur, il y avait un sentiment. Et puis après, on a construit l'Europe comme opportunité, ça c'est la joie, l'hymne à la joie. Et aujourd'hui, effectivement, le sentiment qui domine, c'est toujours la peur, d'ailleurs, parce que le monde est dangereux. Il y a aussi des opportunités dans les pays qui sont un peu dépressifs comme le nôtre, ça se voit un peu moins. Alors là, il y a un candidat à la présidence de la République, justement, je ne vais pas citer son nom, mais qui, lui, a un discours un tout petit peu plus positif, un petit peu moins franco-sceptique. Hein. On dit, voilà, on va y arriver, allons-y, ayons confiance. Je crois que le sentiment d'être européen, on le retrouvera d'autant plus si on regarde le monde. Je l'ai déjà dit, mais on peut avoir davantage le sentiment d'être européen si on regarde les Chinois. Je dois le dire, malheureusement, l'Amérique de Donald Trump, qui s'éloigne de nous. Si on regarde le Nigeria, là, on a peut-être un peu plus le sentiment d'être européen. Puis évidemment, le sentiment d'être partie prenante d'une aventure collective qui se fixe de nouveaux objectifs, notamment en matière de sécurité collective. Comme ça, on peut retrouver un sentiment d'unité que, d'un mot, les Britanniques n'ont jamais vraiment éprouvé. Hein. Ils avaient un pied dedans, un pied dehors. Ils ont fait un référendum d'appartenance 2 ans après avoir adhéré, ce qui était une première mondiale, hein, seulement c'est avant, hein, ils l'avaient fait après. Bon là, ils ont fini par solder le malaise historique qu'ils avaient avec le continent. Le sentiment d'appartenance, Moi, je pense qu'il y a un sentiment européen profond, il n'est pas lié en particulier aux institutions, il est lié au fait que nous avons inventé, les uns et les autres, historiquement, les sociétés les meilleures de l'histoire de l'humanité. Le mode de vie européen, c'est sans équivalent historique. L'équilibre entre l'individu et l'État, la protection et la liberté, etc. Donc il y a des institutions qui peuvent le favoriser à un moment donné, mais c'est la civilisation européenne. C'est aussi vrai dans les pays non membres comme la Norvège que dans les autres. Et ça, moi je pense que pour le coup, il n'y a aucune divergence entre les élites et les peuples, que tout le monde y est attaché viscéralement, qu'on ne sait pas très bien sous quelle forme il faut organiser le fait qu'il faut sauver ça à tout prix, dans un monde chaotique, difficile, etc. Mais là, il y a un vrai élément commun. Il y a un sentiment européen qui n'a pas l'occasion de s'exprimer, parce que ça n'appelle pas un vote, ça, ni une consultation, mais je pense qu'il est viscéralement installé. Vous parlez de culture et d'identité, de mode de civilisation. L'organisation, l'existence, tout.
toujours le plaisir de vivre au jour le jour. Historiquement, il n'y a aucune société moins dure que ça. C'est la société la mieux. Pareil, dans le monde, n'importe où ailleurs précisément, on se sent européen si on est à Brasilia ou à Pékin, de loin. C'est très vrai ça. Mais ce n'est pas exactement les institutions, mais c'est une sorte de trésor collectif que les institutions peuvent consolider, qu'elles peuvent renforcer, qu'elles peuvent, etc. Et ça, il y a un vrai patrimoine commun, le fond. Sylvie Goulard. Je suis entièrement d'accord avec ça, c'est ce que les Italiens appelleraient la piazza. C'est-à-dire le fait qu'il y a des places, il y a des cafés, il y a une vie en société. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a autre chose quand même, à mon avis, qui est très important pour nous tous, c'est de mesurer l'importance du temps. L'Europe est très jeune. C'est très jeune une construction humaine de 60 ans. Vous savez, quand on a proclamé la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, je ne sais pas si vous avez entendu Denis Cohn-Bendit le dire à Nantes la semaine dernière dans un meeting d'En Marche, mais il a fait un magnifique discours, Denis. Il a eu cette phrase, on en avait parlé plusieurs fois ensemble. En 1789, la France est quand même le pays qui a donné au monde l'égalité, les droits de l'homme et du citoyen. Bon, il a juste fallu 150 ans pour que la moitié de cette humanité-là ait le droit de vote. Donc, quand on vient nous dire qu'à 1789, c'est extraordinaire, oui, c'est extraordinaire dans l'affirmation de principes. De même que nous avons, dans les années 50, en Europe, affirmé des principes d'unité, de solidarité. Et il faut un certain temps pour que ça se mette en place. D'ailleurs, dans la construction des États-Unis, ils ont eu leur guerre de sécession presque un siècle après avoir un petit peu moins créé les États-Unis. Donc, je crois qu'on est dans des processus de rapprochement qui sont des processus assez longs. Et ce qui est important, c'est ce qu'on fait du temps. Bon, la raison pour laquelle je me suis battue pour le futur rétablissement des sections européennes et des classes bilingues, c'est que je crois que le génie de De Gaulle et Adenauer en 1963, c'est d'avoir compris qu'il fallait faire une politique qui prépare les jeunes générations. On ne peut pas avoir des jeunes qui s'éloignent les uns des autres et penser qu'on va faire l'Europe. Je rappelle que Marine Le Pen a réalisé ses plus gros scores, encore au régional, mais encore au premier tour de la présidentielle, auprès des 25-39 ans. Mais parce qu'on les a laissés tomber. Parce qu'on n'a pas, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de gestes symboliques, il n'y a pas de pédagogie. Enfin, tous les parents qui sont dans cette salle savent bien qu'il ne suffit pas de dire les choses une fois. Il faut répéter à des générations, non pas en faire des petits pionniers de la RDA, c'est pas ça, mais leur répéter l'histoire de l'Europe, la faire rentrer. Lisez le cahier des charges de France Télévisions. Allez regarder au journal officiel le cahier des charges de France Télévisions. Je le dis devant vous, Jérôme, qui êtes journaliste. Regardez ce que les Français sont censés avoir en contrepartie de la redevance en termes d'information européenne, d'émissions politiques européennes, d'émissions sur la culture européenne, etc. Nous n'avons jamais fait ce qui est nécessaire pour que les gens se connaissent, s'apprécient, pour qu'ils apprennent les uns des autres. Moi, je crois beaucoup à l'Europe horizontale. Vous n'avez pas l'Europe qui passe par Bruxelles. Tiens, qu'est-ce que fait tel pays en matière de dépendance? Comment ils font eux avec leur école? Pourquoi leur formation professionnelle marche mieux? Pourquoi ils ont des jeunes créateurs, etc. Et dans tout ça, il faut qu'on en parle beaucoup plus les uns avec les autres et que les jeunes, et c'est pour ça qu'il faut multiplier. Erasmus, c'était quelque chose de fabuleux. Le Parlement européen a dû se battre pour maintenir les crédits Erasmus. C'était un des premiers trucs qui avait été coupé par les ministres des Finances. Vous voulez ajouter quelque chose? Ça existait déjà, mais dans les élites au XVIIIe siècle, quand tout le monde parlait français. C'est ça, mais moi j'aime bien les langues étrangères. La soirée s'achève. Vous vouliez peut-être un dernier mot, Yves Bertoncini, puis on va devoir malheureusement conclure. Je conclurai alors. Alors allez-y. Non mais allez-y, commencez le mot de la fin, c'est très simple. Ma conclusion, on avait, ça a été dit par le père Ketterer au début, évidemment, ce rassemblement est organisé par l'Église catholique de Boulogne. Et je voudrais juste citer un très court extrait d'un discours du secrétaire d'État au Vatican, Pietro Parolin, qui était devant du Vatican. Pietro Parolin qui était devant le forum de Davos au mois de janvier dernier et qui disait très simplement il faut redonner une âme à l'Europe. Ça nous ramène à la question qui a été posée par l'intermédiaire de Nicolas: comment pour les 60 prochaines années, sur quelles valeurs on se base pour que l'Europe dure encore 60 ans? Alors, reprenons le fil. Nous avons eu les pères fondateurs. Donc, beaucoup étaient démocrates chrétiens, d'ailleurs, au passage. Les pères fondateurs. Et puis ensuite, pas seulement, mais beaucoup, il y a eu les fils fondateurs. La génération d'après, Mitterrand, Kohl, Delors, Felipe González. Au moment de la chute du mur de Berlin,
Hubert Védrine a joué un rôle clé à cette période. Les pères fondateurs, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait? Les fils fondateurs, c'était au moment de la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu l'euro. Hein. C'était une œuvre géopolitique, l'euro. C'était pas forcément une union conçue par des libéraux qui voulaient affamer le bon peuple. Non, tout simplement, évidemment, quand on fait une union monétaire, il faut définir quelques règles. Moi, je pense que les marchands sont un peu entrés dans le temple, de ce point de vue-là. Et que maintenant, on est dans la génération suivante. C'est celle des petits-fils, je le dis sous le regard de mon épouse, des petites-filles fondatrices. Il y a une nécessité d'avoir des responsables politiques qui ne soient pas seulement des pompiers, hein, qui volent de crise en crise pour éteindre les incendies qui sont d'ailleurs parfois un petit peu allumés eux-mêmes, qui ne soient pas seulement des maçons, parce que l'Union européenne fait des choses au quotidien, il y a eu des avancées, mais il faut des architectes, comme le dirait Jacques Delors, et même je vais ajouter ici pour conclure des prophètes, des visionnaires, une vision de ce qu'est l'Europe dans le monde. On a beaucoup de pompiers à Bruxelles, y compris lors des conseils européens, on a beaucoup de maçons, et c'est ingrat, et les parlementaires européens sont des maçons, mais il faut une vision d'ensemble pour aller dans les 60 prochaines années. À quoi ça nous sert d'être unis dans ce monde-ci? J'ai déjà dit que nous ne pesons plus que 5% de la population mondiale, et bien dans 60 ans, ça ne sera pas loin de 3,5%. 4 peut-être. Est-ce que nous avons un trésor en commun? Oui, effectivement, Hubert Védrine y a fait allusion. Il y a même un modèle de développement économique, social, environnemental dont nous devrions être un peu plus fiers, parce que nous essayons de concilier l'efficacité économique, la cohésion sociale, la protection de l'environnement. Les Chinois ne font pas les mêmes choix. Les Américains non plus. Alors si nous sommes fiers un peu plus de nous-mêmes, de ce que nous sommes, unis dans la diversité, et si nous regardons par les fenêtres de notre copropriété, donc affirmer sur des principes, des valeurs, une âme, et puis de l'autre côté, le sens d'une destinée commune, alors oui, l'Europe durera encore au moins 60 ans. Mot de la fin. Pour résumer, moi je pense que si on arrive à convaincre les peuples que la poursuite de la construction européenne va assurer la pérennité de cette civilisation européenne, dans un monde très dur, très compétitif, très instable, etc., tout en préservant leur identité, tout en préservant leur souveraineté, peut-être en permettant de l'exercer d'une façon différente, etc., tout en garantissant une certaine sécurité, s'ils n'ont plus le sentiment qu'il y a une contradiction entre ces deux choses, à mon avis, il y a un boulevard, en fait. Mais il y a quand même un travail de mutation pour les élites dirigeantes. De même que les élites mondialisatrices doivent s'interroger sérieusement sur ce qu'elles ont fait et la suite, les élites qui ont conduit l'européanisation doivent assumer cette mutation, langage, attitude, etc. Et donc je crois que c'est possible, Mais il faut arrêter de mépriser les demandes des peuples sur ces points, même si ça paraît archaïque, il faut apporter une réponse raisonnable à ça, sinon ils se dirigent vers des réponses déraisonnables. Je suis pas pessimiste en fait. Ça déjà c'est un petit miracle. non, merci, c'est très juste ce que vous avez dit, moi je ne veux pas parler longtemps, je veux juste dire un mot. Je crois que si pour arriver à faire l'Europe, il faut d'abord qu'on y croit un peu. Non pas qu'on croit à un système, à des institutions, à des règles, mais qu'on croit simplement, comme d'ailleurs vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, que nous avons quelque chose en commun en Europe. Et je dirais qu'au-delà de la qualité de vie, moi je pense à un autre enjeu très très fort de ce moment, qui est la défense de la raison et de la science. Et nous sommes arrivés sur ce continent à faire coexister des convictions religieuses avec l'émergence d'une rationalité scientifique qui a permis le décollage industriel après les Lumières au XIXe siècle, etc. Ce qui est en cause avec la critique par Donald Trump du changement climatique, c'est l'approche scientifique de l'évolution du monde. De même que dans les gens qui refusent de faire vacciner leurs enfants, il y a un refus de choses empiriques. Alors il faut discuter, il ne s'agit pas d'imposer.
Et j'ai l'impression pour les Européens, vous avez peut-être vu ces marches pour la science qui ont eu lieu ces derniers temps. Il y a des scientifiques qui se sont tournés vers les Européens, de laboratoires américains. C'est le professeur Bourguignon qui est le président de l'European Research Council qui me l'a dit, donc du conseil de recherche européen. Ils ont des appels de laboratoires américains appelant les Européens au secours pour la défense de la rationalité. Et je crois que c'est un très beau projet de dire il faut bien entendu qu'on voit si on ne s'est pas planté dans les calculs du changement climatique, s'il n'y a pas eu des problèmes avec certaines vaccinations. Il ne s'agit pas de faire une religion de la science, ce n'est pas la question. Mais cette idée du libre arbitre, de l'être humain doué de raison, doué aussi d'une responsabilité pour la création, moi j'y vois pas forcément de contradiction, c'est probablement la plus belle mission qu'on peut assigner aux Européens, d'être dans l'excellence, d'être dans le respect des croyances, mais d'être aussi envers et contre tous les faits alternatifs, toutes les sottises que vous entendez ces jours-ci, en matière économique, en matière climatique, en matière médicale, d'être les défenseurs de l'héritage des Lumières, qui est la défense de la raison. La soirée s'achève. Merci à tous les trois. Alors, la tradition, comme dans d'autres cénacles, c'est que cette soirée s'achève par une synthèse. Je vais donc laisser la parole à Frédéric Tiberghien, qui est membre de l'équipe de Repères et Perspectives, et le temps qu'il nous rejoigne, c'est l'occasion de remercier toute l'équipe, de vous remercier évidemment, hein, tous les trois, Hubert Védrine, Sylvie Goulard, Hubert Consigny. Merci à Anne de Chaise-Martin, Bérangère Farco, Philippe Diribarne, Paul-Édouard Courcimo, Ludovic de Beaucoudray et Nicolas qui était là ce soir aussi, pour le temps qu'il passe à l'animation de ces conférences. Frédéric, c'est à vous. Merci Jérôme d'avoir animé cette merveilleuse soirée. Merci à nos intervenants et comme notre cycle s'appelle Repères et Perspectives, je vais essayer de résumer ce que j'ai appris et ce que j'ai compris grâce à nos intervenants. Alors, premier point, nous avons fait un diagnostic. La construction européenne ne fait plus l'unanimité dans notre pays. Nous avons pu constater, à l'occasion de la campagne pour les premiers tours des présidentielles, qu'une partie des candidats souhaitait renégocier les traités de l'Union européenne, celui d'ailleurs du Conseil de l'Europe, et renégocier la Convention européenne des droits de l'homme, sortir de l'Union européenne ou de l'euro, voire sortir par exemple de l'espace Schengen. Deuxième constat, c'est que les forces politiques qui soutenaient dans notre pays la construction européenne, qui étaient la droite modérée, le centre et le Parti socialiste, parmi ces forces, deux sortent considérablement affaiblies à l'issue de ce premier tour, et on assiste à la montée en force des forces opposées à l'Europe. D'un côté, les souverainistes, depuis le référendum de 92, la droite souverainiste, et puis l'extrême gauche antilibérale par principe, et comme l'Europe a une économie libérale, on voit bien que le centre de gravité s'est déplacé. Et puis, ça a été dit très bien pendant notre débat, notre opinion publique est écartelée, car quand on pose la question aux Français, que pensez-vous de l'Europe, un tiers répond qu'elle en a une image négative, un bon tiers est tout à fait neutre, et un petit tiers a une image positive de l'Europe, ce qui rejoint le constat qu'il y a un décrochage vis-à-vis de l'Europe, ce que disait Hubert Védrine, donc à peu près 2/3 de notre opinion a une opinion neutre ou négative vis-à-vis de l'Union européenne, et ceci remonte effectivement à l'adoption du traité de Maastricht, et l'épisode du traité constitutionnel de 2005 n'a fait que confirmer cela. Et d'ailleurs, on lit que le deuxième tour de notre élection présidentielle, dans quelques jours, va aussi être une répétition d'un référendum sur l'Europe, où on va voir s'affronter deux positions très opposées sur l'Europe. Alors, deuxième chose que l'on a traitée, pourquoi dans le fond y a-t-il désenchantement ou décrochage? Eh bien, c'est qu'il y a un bilan controversé de la construction européenne. Alors, premier constat, une partie des apports de l'Europe semblent des acquis et tout à fait normaux, la paix et la stabilité depuis la Deuxième Guerre mondiale, les grandes libertés liées au marché unique, la construction de l'euro, le fait qu'il soit devenu la deuxième monnaie de réserve mondiale, le programme Erasmus pour les jeunes, donc tout ça fait partie des acquis, semble normal, et donc tout ça, ce programme est épuisé, il y a donc besoin d'un second souffle, d'une autre chose.
Deuxième constat que nous avons fait sur ce bilan, eh bien, le bilan de l'Union européenne est controversé, spécialement depuis la commission Barroso, puisque sur le plan économique, l'Europe a une faible croissance, certains pays ont des taux de chômage très élevés. La crise financière de 2008 a polarisé tous les efforts et a éclipsé tous les autres projets européens. Et puis, nous avons cité le rejet, par exemple, de la directive sur les travailleurs détachés, un bilan géopolitique qui est très contrasté, puisque nous avons cité les interventions militaires à la suite des néoconservateurs américains qui ont déstabilisé le Moyen-Orient et la Libye, et donc nous avons en retour les chocs migratoires et des réfugiés qui ont déstabilisé l'Europe, mais elle a aussi contribué à déstabiliser son environnement. Nous avons une zone de voisinage troublée en Turquie, ça a été très bien dit, des sanctions controversées qui ont été prises contre la Russie à l'issue de la crise ukrainienne et de Crimée, et donc en conclusion, une Europe qui ne protège plus des menaces extérieures et qui n'arrive plus à décider, qui est paralysée en raison des divergences entre ses membres. Donc voilà le constat. Et donc pourquoi cette situation? On peut dire d'abord, l'Europe recule en termes de poids relatif par rapport au reste du monde. Et puis l'autre explication que j'ai trouvée aussi très intéressante, peut-être avons-nous trop d'attentes à l'égard de l'Union européenne en disant on attend qu'elle règle toutes nos questions. Troisième point de la conclusion, quels sont les principaux points à traiter pour relancer la construction européenne et redonner une envie d'Europe? Donc j'ai noté rapidement les points suivants. Premièrement, l'Europe doit se repositionner par rapport à la mondialisation. Donc nous avons un modèle économique soutenable, mais nous avons à faire front à d'autres continents, aux pays émergents, et donc l'Europe a assumé cette perte de puissance. Deuxième point à traiter, c'est la mise en œuvre d'une vraie subsidiarité, donc qui redonne aux pays membres leurs compétences et leur pouvoir de décision sur les questions où l'Europe n'a pas de valeur ajoutée. C'est un thème qui a été amplement traité, donc un appel à ce qu'elle se reconcentre sur des questions essentielles. Troisième point, revoir la gouvernance à la fois de l'Union européenne, de ses mécanismes de décision et de la zone euro, qui n'est pas allé au terme de la mise en place d'une gouvernance commune. Cinquième point, ouvrir davantage les coopérations renforcées pour surmonter les blocages à 27. Il faut accepter qu'on puisse travailler à un effectif plus réduit en matière de défense, de diplomatie, de coopération judiciaire, tout ça a été très bien dit par Yves Bertoncini, et admettre qu'il y a donc des cercles multiples au sein de l'Union européenne. Autre aspect à traiter qui n'est pas le moindre, c'est dans le fond quelle est l'image que nous voulons de la projection de l'Europe dans le monde. On a évoqué le thème de l'Europe puissance, mais ça a été très bien dit, c'est une idée française et qui n'est pas partagée. Donc jusqu'ici, l'Europe a plutôt eu un modèle de soft power en disant l'influence de l'Europe, ce n'est pas la puissance, mais ce sont des démocraties qui respectent les élections libres, qui respectent les droits fondamentaux, qui négocient et qui essaient de se mettre d'accord entre eux. C'est le primat de la raison et de la culture, c'est l'accent sur l'éducation, et c'est aussi une vision des rapports Nord-Sud à travers l'aide au développement. Et puis pour terminer, nous avons constaté que l'Europe, c'est peut-être aussi une culture, une civilisation, et qu'aujourd'hui, ce manque d'enthousiasme fait peut-être aussi écho à un besoin d'une Europe plus inclusive, plus spirituelle. On a évoqué, le pape François a évoqué l'idée d'un nouvel humanisme européen qui est bien l'écho à cette attente d'un nouveau souffle et d'un nouvel enthousiasme pour l'Europe, donc besoin d'un nouveau projet de civilisation. Et je terminerai en disant que pour que l'Europe reparte de l'avant, nous avons aussi des problèmes nationaux à régler. Premier sujet, il faut que la France se remette à équidistance entre la Russie et les États-Unis, donc retrouver cette position d'équilibre entre les grands continents que nous avons perdus depuis quelques années. Deuxième point, remédier à notre propre déficit démocratique, car il a été très bien souligné qu'à la fois le président de la République et les ministres ne rendaient pas compte convenablement devant notre Parlement
de ce qui se passe dans les instances de l'Union européenne, et puis peut-être aussi dépasser notre schizophrénie. Et donc je terminerai en disant que dans le fond, en termes d'identité, nous avons une question devant nous que je trouve très passionnante, parce que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans son article 20, a créé dans le fond une double citoyenneté, une citoyenneté européenne qui s'additionne aux citoyennetés nationales, et ce traité dit que la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Et simplement, aujourd'hui, nous n'avons pas activé ou donné de contenu à ce qu'est la citoyenneté européenne, et je crois qu'il nous appartient de donner ce côté positif à la citoyenneté européenne, en commençant notamment par s'intéresser au reste du monde. Comme nous avons effectivement un modèle, je crois que la citoyenneté européenne, c'est d'abord partager ce contenu positif entre les différents pays. Alors je terminerai en disant que les débats sur l'Europe ne datent pas d'aujourd'hui, et je rappellerai que André Siegfried, en 1950, dans un ouvrage qui s'appelle « L'âme des peuples », disait déjà ceci sur l'Europe: l'Europe avait été jusqu'ici le foyer de la culture occidentale. Laminée désormais entre ces deux colosses que sont les États-Unis et la Russie, elle conserve sans doute sa vitalité intellectuelle et créatrice, mais la capacité de réalisation lui fait défaut. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le même constat, c'est la capacité de réalisation qui fait défaut. Et donc, pour réembrayer, eh bien, il appartient de faire tout ce que nous venons de résumer ce soir. Et nous comptons beaucoup sur les jeunes générations. Et notre prochaine séance, dans quelques mois, aura lieu sur l'aventure. Et donc, c'est aussi un rendez-vous que nous vous donnons. Merci pour votre patience. Merci, M. Berger. Votre rendez-vous à l'automne prochain, l'aventure dans le prochain thème, des soirées repères et perspectives. Très bonne fin de soirée.